partir des besoins exprimés lors de la première table ronde, il apparaît nécessaire et urgent de réfléchir à des solutions à mettre en œuvre. Et pour ce faire, j'appelle à me rejoindre les 4 spécialistes du management et du secteur de la santé qui ont accepté de participer à cette deuxième table ronde qui portera sur les règles à respecter pour bien recruter et manager. Alors Marie-Hélène Gauthier, Marie-Hélène, je vous ai vu, voilà, je vous vois encore, bienvenue, rejoignez-nous. Marie-Hélène Gauthier, vous êtes fondatrice de l'organisme de formation Atoufarm et à ce titre, en tant que patron, mais également en tant que formatrice, vous avez développé une réelle compétence dans le management. Vous êtes suivi de Marthe Krob. Marthe, bienvenue également. Vous êtes déléguée régionale de l'association SPS, ce qui veut dire soins pour les soignants, si je ne m'abuse. Pour les professionnels de santé, pardon. Et donc, c'est une association qui assure globalement la prise en charge des professionnels de santé en situation de crise ou de burn-out. Jean-Philippe Naboulet, bienvenue Jean-Philippe, et surtout merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Alors Jean-Philippe, vous êtes enseignant à l'école des hautes études en santé publique. Alors ceux qui ne sauraient pas, le HESP, puisque c'est le sens de l'acronyme, dit autrement l'école de Rennes. Donc là, je suis assez content d'avoir un breton à mes côtés. Vous êtes pharmacien également, ce qui ne gâche rien, comme Marthe également. Et je crois que vous formez, entre autres, les inspecteurs en pharmacie, ou les pharmaciens inspecteurs. Vous êtes vous-même pharmacien inspecteur. Alors on ne rigole plus, attention. Et si je ne m'abuse, et si tout se passe bien, nous avons la chance d'accueillir Makram Chemangui. Bonjour Makram. Vous m'entendez bien? Formidable. Alors Makram, vous êtes resté à Nantes parce que vous êtes jury de thèse. Vous avez eu cette lourde tâche qui vous est tombée sur les épaules hier, ce qui explique que vous êtes à distance et en visio. Vous êtes enseignant à Audencia. Alors Audencia, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une prestigieuse école de commerce basée à Nantes. Et vous dirigez dans cette école, entre autres, la formation sur le management à l'officine. C'est bien ça? Tout à fait. Parfait. Eh bien, Makram, je vais commencer par vous. Ma première question, elle s'adresse directement à vous. Vous avez évoqué, en préparant cette table ronde, une forte différence entre le secteur officinal et d'autres secteurs réglementés, et forte différence en termes de management. Ce qui explique sans doute que vous dirigez cette chaire sur le management, mais ça veut donc dire que les pharmaciens sont des managers ratés? Bon. Je n'oserais pas dire ça, d'autant plus que c'est moi, en tant que citoyen, je fais totalement confiance à mon pharmacien et je sais que c'est quelqu'un qui est toujours à mes côtés. Non, la question, elle se pose plutôt sur l'avènement de cette notion de management qui est comment dire, un peu en difficulté par rapport à une définition ou par rapport à une notion plus large du management d'officine. Je vais prendre une petite anecdote pour illustrer mes propos. Quand on a commencé le recrutement pour cette formation managériale pour des futurs pharmaciens dans des officines, je posais une question en disant pour vous, c'est quoi la gestion? C'est quoi la gestion d'une officine? Et souvent, on me disait ce sont les activités de gestion des médicaments, comprenons la prescription, la sélection, la préparation, la distribution des médicaments aux patients, etc. Donc, on pose la question, c'est quoi le rôle d'un manager d'une pharmacie? Ben, il est en charge de préparer des prescriptions médicales dans le respect strict des doses, des normes d'hygiène, etc., etc. Donc, en fait, on a en face de nous des profils qui sont très consensueux par rapport à leur vocation d'expert, qui doit gérer des produits, qui doit gérer des situations médicales, mais qui ont besoin de rattacher une nouvelle composante qui est le fait qu'ils sont aussi des entrepreneurs. Et qui dit entrepreneur, dit quelqu'un qui doit être capable aussi de définir des notions ou de gérer des notions de recrutement, de préparation, de répartition des tâches, de gestion de budget de pharmacie, de service client, d'organisation, par exemple, d'événements pour des produits en pharmacie. Donc, on est sur des notions plus larges et qui vont impliquer de la gestion des hommes et des femmes, de la gestion d'une organisation et de la gestion aussi d'un business plan, d'un modèle de développement ou en tout cas d'un modèle économique.
qu'il faut pas négliger. Donc, effectivement, ce sont des profils qui sont d'un très, très haut niveau dans leur métier, c'est-à-dire dans leur métier d'expert, et qui ont besoin progressivement de s'ouvrir à une autre dimension de leur profil, qui est la dimension d'entrepreneur, de manager, et sur lesquels ils ont besoin d'une boîte à outils un tout petit peu différente. Alors, comment faire en sorte que ces scientifiques, puisque c'est comme ça que vous les aviez qualifiés quand on en avait discuté avant cette table ronde, comment ces scientifiques de haut niveau, je vous cite encore dans le texte, peuvent-ils devenir des managers de qualité ? Alors, ils peuvent être, et je ne jette pas des fleurs en disant ça, ils peuvent être des managers plus percutants que des managers, des purs managers, si j'utilise le terme, quand je dis pure manager, ce sont des profils qui ont été formés exclusivement dans le management. Ils peuvent être plus percutants, plus performants à partir du moment où ils ont compris que gérer une entreprise, gérer une organisation, ça nécessite une autre forme de leadership. C'est pas un leadership par l'expertise, c'est pas un leadership par une expertise scientifique, c'est un leadership par rapport à une connaissance de l'humain, à une connaissance de ce que c'est qu'une organisation. Et je pense que ils ont cette prise de conscience-là. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on les amène progressivement vers cette acquisition de connaissances et surtout je préfère ne pas parler trop de connaissances, mais de parler de posture, d'avoir cette posture de manager, d'avoir cette capacité à regarder les choses d'une façon transversale, à naviguer entre des sujets techniques et des sujets plus soft skills, plus managériaux. Seriez-vous en train de nous dire, question fermée, que un bon manager, en fait, c'est un chef d'orchestre ? On disait il y a quelques années qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui doit être rigoureux, qui doit être dans une capacité maximale de verrouillage de process. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'entendais la fin de la table ronde qui nous a précédés et c'est extrêmement intéressant de dire que ces nouvelles générations aujourd'hui sont à la recherche de chefs d'orchestre. Un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui est capable aussi de composer avec des diversités, avec des lectures différentes de profils différents et de faire en sorte que tout ceci se synchronise et fonctionne dans les meilleures conditions. Donc, ça suscite une autre façon de manager. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les managers coach, des managers qui sont capables de donner de la latitude à ses collaborateurs pour qu'ils trouvent une forme d'épanouissement. Donc oui, je vous confirme que c'est des chefs d'orchestre qui seront demain et qui le sont d'ailleurs aujourd'hui au sein de leur entreprise, au sein de leur organisation. Marie-Hélène Gauthier, puisque vous êtes cette chef d'orchestre en tant que manageuse, vous avez identifié un certain nombre de leviers pour permettre un meilleur management. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait quels sont ces leviers et ce que doit faire le pharmacien pour justement devenir ce manager coach, ce manager chef d'orchestre ? Oui, tout à fait. Alors, je voudrais juste revenir sur la notion de chef d'orchestre en 2 minutes. En effet, le manager est un chef d'orchestre, mais il l'a toujours été. C'est juste aujourd'hui, c'est qu'il faut composer avec des musiciens qui ont des attentes différentes. Donc ça, c'est pour moi mon premier préambule. Et si on revient sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur les attentes en fait finalement des salariés, on peut peut-être les classer en différentes catégories. Donc il y en a une sur laquelle on a parlé de l'ambiance. Donc moi, je vais plutôt la classer dans ce qu'on pourrait appeler les conditions de travail. C'est offrir à ses collaborateurs des bonnes conditions de travail. Donc on va mettre en effet l'ambiance. L'ambiance, c'est quoi ? C'est finalement avoir des bonnes relations, contribuer à avoir des bonnes relations entre les membres de l'équipe et en tant que soi-même manager, avoir aussi des bonnes relations avec ses collaborateurs. Mais c'est pas que dans la partie conditions de travail, c'est offrir aussi à ses salariés, à ses collaborateurs des bonnes conditions de travail pour exercer correctement leur métier.
Donc moi j'ai un mot que j'emploie souvent en ce moment, c'est peut-être d'arrêter de mégoter à vouloir faire des économies de bout de chandelle. Par exemple. Par exemple, je peux donner quelques exemples. On a un scanner qui marche pas bien pour la personne qui déballe les commandes et on traîne un peu avant de le changer. C'est une ampoule qui, en effet, est à changer depuis des mois et on s'en est pas occupé. On parlait tout à l'heure d'offrir des conditions correctes pour ses salariés pour pouvoir se restaurer le midi, aller boire un café. C'est aussi, j'ai eu quelques exemples de remontées de salariés qui me parlaient des toilettes où c'est un vrai bazar, où la serviette, c'est pas rien pour se sécher les mains, etc. Bon voilà. Donc ça, pour moi, c'est du basique dans la partie conditions de travail. Donc on a dit les bonnes relations, on a dit offrir des conditions correctes. Et dans les conditions de travail, c'est peut-être le sujet qui est un petit peu plus délicat, c'est les horaires de travail. C'est permettre à ces salariés d'équilibrer en effet des horaires entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué en officine, puisqu'on a les contraintes en effet d'amplitude d'ouverture. Voilà, bon, donc ça c'est un des leviers. Le deuxième levier, c'est celui de la reconnaissance. Alors derrière le mot reconnaissance, on parlait de la rémunération tout à l'heure. C'est pas le levier le plus principal. C'est pas parce qu'on aura des collaborateurs qui sont surpayés, qui seront engagés. Mais par contre, c'est reconnaître au quotidien le travail qui est bien fait. Alors, les anglo-saxons, ils ont un mot que nous, on ne traduit pas dans notre langue, dans notre belle langue française, c'est good job. Good job. Quand vous allez dans les pays anglo-saxons, on entend toujours good job, good job. Mais nous, en tant que manager, on ne dit pas bon travail à ses collaborateurs. Donc il faut apprendre aussi aujourd'hui et avoir ce réflexe et cet automatisme à chaque fois. Dès qu'il y a quelque chose qui est bien, c'est de féliciter, de dire bravo, je suis contente, tu as bien traité Madame Michu, elle était dans un état de nerfs pas possible et tu l'as super bien géré, je te félicite. Et tout ça, on parlait de posture, vous parliez de posture tout à l'heure du management, du manager, c'est la bonne posture en permanence sur la reconnaissance. Et comme en effet on est néanmoins dans une crise économique avec une inflation importante, c'est peut-être trouver des moyens aussi de reconnaître par des leviers financiers qui sont les primes, les chèques vacances, les chèques... Enfin, il y a plein de leviers, l'intéressement, la participation, etc. Voilà. Donc ça, c'est un dernier levier, mais c'est pas le plus important. Le troisième levier sur lequel on peut agir, et je pense que c'est une des raisons aussi complémentaires de la grande démission, entre parenthèses, c'est faire en sorte que ces collaborateurs soient au quotidien à l'aise avec leur mission. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, on s'est trouvé en crise Covid avec une relation patient qui était extrêmement compliquée, avec un contexte de stress important. Les salariés n'étaient pas armés en fait pour pouvoir répondre et gérer à ce stress. Et aujourd'hui, un collaborateur qui est tout le temps en sortie de zone de confort, c'est un collaborateur qui va changer. C'est-à-dire qu'avant, on avait des générations où j'avais un métier, j'avais un employeur. Après, j'avais un métier, j'avais des employeurs. Et maintenant, j'ai des métiers et des employeurs. C'est-à-dire qu'on n'hésite plus à changer de métier. Donc, si vous avez des collaborateurs qui sont toujours en sortie de zone de confort, on a un risque de départ. Donc là, vous allez dire que je presse pour notre paroisse, mais évidemment, la formation continue. C'est indispensable aujourd'hui pour faire en sorte que l'ensemble des membres de l'équipe soient à l'aise au quotidien avec leur mission. Donc, je parlais tout à l'heure de coût. C'est pas un coût, c'est un investissement. C'est pas une dépense, mais c'est un investissement. Voilà. Et puis, il y a un dernier levier, parce que sinon, je pourrais en parler pendant des heures, mais j'ai Laetitia qui va venir me dire, Marie-Hélène, tais-toi, il faut raccourcir. C'est la notion de respect. Alors, qu'est-ce que je vais mettre derrière le respect ? Il y a un levier qui me paraît essentiel, c'est le respect du droit du travail. Je vois trop aujourd'hui de réactions ou de comportements, notamment dans les groupes Facebook, de salariés qui vont poser des questions par rapport à des comportements qui me semblent en effet plus acceptables. On a aujourd'hui des collaborateurs qui ont accès à l'information et qui connaissent bien le droit du travail. Donc là aussi, il faut pas mégoter, il faut respecter les coefficients. Donc ça veut dire qu'il faut contrôler régulièrement que l'expert comptable, enfin le service paye du service comptable, applique bien les coefficients, qu'on est bien à jour par rapport à ça. Voilà, tout ce qui est relatif au droit du travail, les primes de blues au mois d'octobre, on n'essaye pas de mégoter à gagner un mois ou voire ne pas les verser. Donc aujourd'hui, il faut respecter à la lettre. Donc ça veut dire que le pharmacien titulaire chef d'entreprise, il faut qu'il ait ces notions-là
Un dernier exemple sur le respect, c'est faire en sorte que les payes soient versées toujours le même jour, avant la fin du mois si possible, et pas voilà. Donc ça, c'est aux titulaires aujourd'hui d'être rigoureux et de s'organiser pour envoyer ces éléments de variables de paye au cabinet comptable dans les temps. Mais voilà, ça fait partie aussi des attentes des salariés et qui restent aussi dans la reconnaissance. Mais tout ce que vous nous exposez là, Marie-Hélène, ça me semble être tout simplement des règles de bon sens. Comment expliquez-vous que des pharmaciens qui sont a priori des gens cortiqués, diplômés, ayant fait des études poussées, ne soient pas capables de respecter ces règles de bon sens? Ils ne sont pas déconnectés de la vraie vie quand même. Non, ils ne sont pas déconnectés de la vraie vie, mais je pense que c'est parce que c'est lié à la taille aussi de la structure. C'est-à-dire que quand on est dans des grandes entreprises, évidemment, tout ça nous paraît évident. Quand on est dans une petite entreprise avec 400 salariés, il y a un côté très familial. Et avant, en effet, c'était de se dire, je vais manager à la papa et je vais pas... pourquoi manager, en fait? Est-ce que c'est utile puisqu'on est un tout petit groupe. Voilà, donc je pense que c'est un des points d'évoluer, qui doit évoluer aujourd'hui, puisqu'on doit manager dès l'instant qu'on a un collaborateur. Et il y a des freins, c'est-à-dire qu'il y a des freins. J'ai peur de dire les choses, ou j'ai peur de recadrer, parce que si je fais ça, je vais plomber l'ambiance de travail, machine, elle va faire la tête toute la journée, etc. Donc il y a un certain nombre de freins. Et puis le dernier, qui est à mon avis fondamental, c'est je ne sais pas comment faire finalement. Donc il y a une boîte à outils du manager. Vous parliez des soft skills tout à l'heure. En effet, il y a la posture et ça peut même se travailler. Trouver le bon équilibre entre l'exigence et la bienveillance. Mais c'est aussi apprendre les outils du management, les outils opérationnels. Et là, il y en a plein des outils opérationnels et il faut savoir s'en servir aujourd'hui. Ça veut dire que ça passe par la formation et donc par votre paroisse? Ça passe évidemment par la formation et on a tout ce qu'il faut évidemment dans ma paroisse. Voilà. Merci pour la perche. Moi, j'avais un trou de mémoire, je ne retrouve pas votre prénom. Marthe. Excusez-moi. Marthe, vous êtes sur un point bien particulier, un soin pour les soignants, c'est ce qu'on a dit en introduction. C'est-à-dire qu'en clair, vous gérez les situations des professionnels de santé qui pètent un câble, pour appeler un chat un chat. Oui, et pas que. Et pas que. Ou avant qu'ils ne pètent un câble. SPS, pour l'acronyme, c'est soins professionnels de santé. Et les deux grandes missions de SPS, c'est effectivement accompagner lors d'une souffrance d'un professionnel de santé. Donc l'accompagnement, ça se fait par une plateforme d'appel des psychologues, donc soit un numéro vert, soit une application sur le téléphone. Juste avant qu'on rentre dans le détail, je voulais quand même qu'on revienne sur quelques données chiffrées. Oui, alors donc juste les deux missions du coup, sans donner le détail. Donc l'accompagnement des professionnels en souffrance et de la prévention et du soutien par un certain nombre, on donnera le détail, d'actions qui viennent vraiment là aider notre chef d'orchestre, l'équipe officinale à avoir du soutien. Et parce que pour être un bon chef d'orchestre, faut être en bonne santé soi-même, sûrement. Donc, l'association a à peu près 6 ans, j'ai vu. L'association, elle date de 2015 et c'est une association qui est reconnue d'intérêt général. Tout à fait. Et vous avez géré, si mes sources sont exactes, en l'occurrence, si ce que vous m'avez dit est juste, 7000 appels, c'est ça, l'année dernière? Oui, alors... Au total? Oui, environ 6 à 7 000. Il y a eu une augmentation depuis 2021 des appels par rapport au début de l'association. Et pour les pharmaciens, c'est en 2022 une centaine d'appels, c'est-à-dire environ 2 appels par semaine. Pour les pharmaciens uniquement. Mais quand on ajoute les autres membres de l'équipe officinale, on arrivait à 300, c'est ce que vous aviez dit également. C'est ça. Donc, ça dépend donc des années. Il y a eu l'effet Covid qui a entraîné un certain nombre d'appels. Donc là, je parle des appels sur la plateforme quand vraiment on a une souffrance potentielle. Ça veut dire quand même que les pharmaciens, ce que vous aviez dit également, sont de plus en plus en situation de souffrance, qu'ils soient titulaires ou adjoints. On ne fait pas des distinctions pour l'instant. Alors on a dans les chiffres, on a beaucoup plus d'appels des adjoints. On n'a pas les explications potentiellement, mais effectivement, sur les 2 dernières années, on a une augmentation par rapport au nombre d'appels en global depuis 2015 de la moitié.
Donc c'est assez important. Alors ce qu'on peut noter qui est intéressant peut-être, on a les chiffres que pour les pharmaciens chez SPS, mais en revanche on a aussi des chiffres parce qu'on a une étude faite avec la NPPO sur les préparateurs, c'est que les motifs d'appel sont des motifs d'ordre personnel, ce qui est complètement à l'opposé de l'ensemble des professionnels de santé où on est plutôt sur des motifs professionnels. Donc la demande, elle vient plutôt de problématiques familiales, peut-être financières, ou peut-être je mange pas bien, je fais pas assez de sport, etc., plus que vraiment sur un mal-être professionnel dans les appels qu'on reçoit. Pour les préparateurs. Pour les pharmaciens. Pour les pharmaciens. Sur les préparateurs, on n'a pas tout à fait posé les mêmes questions. L'étude, elle portait vraiment sur l'état émotionnel au moment du Covid et les incidences. Sur le travail, ce qu'il y avait de remarquable, c'était que dans le questionnement sur qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien, quelle est votre demande de prise en charge, la demande de prise en charge, elle est sur des interventions non médicamenteuses beaucoup plus que sur des interventions thérapeutiques, voire psychologiques. Donc il y a un vrai besoin de ressources en santé, de soutien en santé, plus que quelque chose qui vient plus de la pathologie. Lors de la première table ronde, la notion de reconnaissance a été assez présente, pour ne pas dire omniprésente. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez identifié également Oui. Sur cette étude-là, sur les préparateurs menée avec la NPPO, donc qui a été faite en octobre 2020, donc assez conjoncturelle à la crise sanitaire, vraiment ce besoin de reconnaissance, il est apparu très fort. Pas que de la reconnaissance en interne, il y a aussi une grosse besoin de reconnaissance en externe qu'on pouvait noter. De la part des patients, donc. De la part des pouvoirs publics également. D'accord. Donc ça, effectivement, ça revient très fort sur cette étude. Et comme je vous le disais, après, derrière, ce qu'on note, c'est cette besoin de prise en charge, mais d'une prise en charge plutôt d'un soutien sur, finalement, un mode de vie, beaucoup plus que sur de la pathologie plus forte. Jean-Philippe, monsieur l'inspecteur, que vous inspirent ces quelques éléments introductifs sur la situation des pharmaciens, leur capacité ou leur incapacité à manager correctement Oui, merci, bonjour. Je précise tout d'abord que, évidemment, je parle en mon nom et pas au nom du ministère de la Santé ou des ARS. Oui, déjà, ce que ça m'inspire, c'est que ça correspond à la réalité que de notre côté, on voit, bien entendu. On voit vos difficultés, on voit les difficultés de recrutement de pharmaciens, de recrutement de préparateurs. On voit les difficultés, parfois les arrière-boutiques, voilà, qui, d'un point de vue côté social, pourraient parfois s'améliorer. Voilà, déjà... Un petit constat de l'autre côté, évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais la réalité de ces éléments-là. Donc vous êtes conscient? Nous, on est conscients. On est conscients. Mais ce que je voulais dire, c'est que au-delà de la conscience, on pousse à continuer de recruter des pharmaciens, continuer de recruter des préparateurs. Un point important, j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-unes encore ces derniers mois, de constater cette difficulté de recruter les préparateurs et les pharmaciens. Et du coup, non pas une délégation de tâches, mais un glissement ou une dégradation de tâches. C'est-à-dire qu'on retrouve à la dispensation des vendeuses, des rayonnistes. Ça ne nous plaît pas beaucoup. Pas beaucoup, hein. Vous imaginez le niveau du pas beaucoup. Et par contre, on retrouve également une délégation, le préparateur seul dans l'officine. Alors ça, non plus, ça ne nous plaît pas, mais je pense que ça ne vous plaît pas, et ça pose un vrai problème de on parle d'attractivité du pharmacien, mais quel est le rôle du pharmacien? Pourquoi un pharmacien? Et je voudrais aussi en profiter que j'ai mis trop, pour vous dire, je ne sais pas que vous avez fait attention, nécessairement vous avez fait attention, mais qu'il y a potentiellement un petit risque qui apparaît sur le monopole pharmaceutique. Moi, je pense qu'il faut prévoir ce risque-là.
on voit la brèche en officine depuis longtemps avec les grandes surfaces, tout ça, mais vous avez bien réussi à essayer de colmater ces brèches-là. Mais au niveau de l'industrie pharmaceutique, par exemple, au niveau des fabricants des médicaments vétérinaires, on a perdu le monopole pharmaceutique et vétérinaire. Maintenant, c'est ouvert, le pharmacien responsable, qui est une spécificité française, est en train de disparaître, en tout cas pour le médicament vétérinaire, sous la forme de qualified person. Et donc maintenant, ça peut être un médecin, un ingénieur, chose comme ça. Ça va certainement venir, alors même si ça me prendra 10 ans, mais à notre échelle, ça va aller quand même assez vite au niveau du médicament vétérinaire, etc. Donc la question de l'attractivité pour moi va être quelle est la valeur ajoutée d'un pharmacien ? Pourquoi on embauche un pharmacien ? Pourquoi ? Mais même, alors dans l'industrie, pourquoi un pharmacien plutôt qu'un ingénieur qualité ? Dans la distribution, pourquoi un pharmacien plutôt qu'un logisticien ? Est-ce qu'un logisticien ne fait pas mieux le travail qu'un pharmacien ? Pourquoi un pharmacien ? Et voir l'officine, si des pharmaciens pensent qu'ils peuvent ne pas être dans leur officine et laisser leur offre MC ouverte avec uniquement des préparateurs, c'est que est-ce qu'ils jugent qu'ils n'ont pas besoin d'être pharmaciens, qu'il n'y a pas besoin de pharmacien d'officine. Donc il y a cette notion-là, pourquoi un pharmacien ? Et moi je rejoins justement ce que vous avez tous les trois évoqué, en particulier M. Chimangui, c'est que pour moi le pharmacien, c'est un chef d'orchestre et c'est un homme orchestre. On est maintenant pharmacien. On est pharmacien clinicien, on est pharmacien qualité. C'est pas pour rien qu'on est chez Pharma Qualité Système, pour mettre en place un système qualité. On est pharmacien infirmier, si je puis dire, si vous me permettez cette expression. On vaccine maintenant, on est pharmacien médecin, on va prescrire, etc. Donc et finalement, on n'est non plus des pharmaciens, mais on est clinicien et infirmier et qualité et manager et, j'allais dire presque comptable. Donc voilà, c'est cet ensemble-là qu'il faut bien conserver et qui fait notre valeur ajoutée qu'on pourra vendre. Parce qu'il y aura toujours un logisticien qui sera plus un acheteur qui va mieux acheter que nous, peut-être qu'un médecin sera plus clinicien que nous. Pour dire et il faut qu'on se positionne en tant que pharmacien et donc en tant que manager au-dessus de ça. Et je vais tout de suite aller presque à mon mot de conclusion, mais... Pas tout de suite. Mais je sais que Laetitia nous bouscule, mais enfin, il nous reste quand même 3/4 d'heure, je vous rassure. Non, mais pour lancer un débat, pour moi, le pharmacien doit se positionner vraiment au-dessus, et peut et doit se positionner au-dessus, et quelque part être comme un polythéra-science, on pourrait dire comme ça, comme un polytechnicien. On parle de formation, mais vous avez peut-être des enfants qui font des Sciences Po, Laura de Sciences Po, par exemple, mais si vous creusez un tout petit peu, je ne veux pas dire que c'est du vent, mais pas loin. C'est vous qui le dites, nous, on n'a rien dit. Non, mais c'est une formation très généraliste, qu'on creusait, pas grand-chose, n'empêche qu'ils sont partout. Les polytechniciens, là c'est l'inverse, certainement c'est très, très costaud. N'empêche que je ne sais pas si vous savez exactement quel est le métier que fait un polytechnicien. Sincèrement, je ne sais pas s'ils font de l'électronique ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. N'empêche qu'on les retrouve partout dans les entreprises, dans les directions. Mais je pense que le pharmacien, c'est la même chose. Et on a une place à prendre. Alors là, excusez-moi, j'ai dépassé le débat de formation d'officine, mais on a une place à prendre en tant que polythéra-science, en tant que spécialiste du médicament clinicien et spécialiste de la chaîne du médicament, dont vous êtes plusieurs représentants ici. Alors justement, gardez le micro 2 secondes parce que, bon, vous l'avez dit, vous êtes inspecteur en pharmacie, vous formez les inspecteurs. Généralement, qui dit inspection, dit crainte. Non. Mais si, regardez, ils sont tous flippés dans l'auditoire. Ça s'est perdu, ça. C'était les années 50. Mais non, plus sérieusement, comment vous, représentant de la puissance publique, même si vous parlez en votre nom propre là, comment vous, enseignant à l'école des études en santé publique, ce qu'on appelle entre nous l'ENA de la santé, comment pouvez-vous aider les pharmaciens qui sont au taquet aujourd'hui, qui sont le nez dans le guidon et à qui, vous l'avez dit, on confie de plus en plus de missions et ont de moins en moins de temps parce qu'ils ont de moins en moins de monde à recruter, à pouvoir recruter à l'officine. Comment est-ce que vous pourriez les aider ? Alors, la meilleure façon pour les aider, c'est d'expliquer, de faire comprendre aux futurs pharmaciens inspecteurs ou pharmaciens inspecteurs en poste à comprendre vos problématiques et pas imposer, à savoir mettre le curseur entre un peu la visite, l'accompagnement et le rare cas des 0,01% de fraude, etc., qui arrive dans toutes
dans toutes les Oui, professions, dans la vie, dans la société, il y a très peu de pharmaciens à frauder, quand même, globalement. Mais très très peu, bien entendu. Donc c'est juste mettre ce curseur-là et pas de se comporter comme un inspecteur d'officier de police judiciaire, comme certains sont fiers de pouvoir le dire, pour une visite classique, etc. Et il y a une forme d'accompagnement, et l'inspection, c'est un atout d'accompagnement à notre système qualité, à votre système qualité, à vous pousser à mettre en place ce qui est proposé ici. Et pour moi, c'est surtout cet élément-là. Donc en termes d'enseignement et de formation, c'est de leur donner cet état d'esprit-là. Et puis, nous avons effectivement, on leur donne des cours de management, des cours de soft skills, des choses comme ça, effectivement. Donc, pas uniquement sur des aspects techniques. On rejoint cette notion-là, donner cette dimension humaine, sociale, comportementale. Il y a vraiment dans un volet un petit survolet de l'inspection, mais on a vraiment un volet méthodologique, bien entendu, et un volet technique, connaître, mais un volet comportemental, social de l'inspecteur. Donc, c'est là-dessus qu'on peut travailler. Et peut-être qu'il y a beaucoup de travail encore à faire, je ne dis pas. Ça veut donc dire qu'en fait, le HESP est prêt à travailler des pharmaciens d'officine. C'est ça le message qu'il faut retenir. Pour mieux les former demain. Pour mieux former tout le monde, les pharmaciens inspecteurs et les pharmaciens d'officine. De toute façon, on travaille tous ensemble, comme pour les autres métiers de pharmacien. Makram, vous m'aviez dit vous aussi qu'aujourd'hui, les pharmaciens ne devaient pas craindre la montée en compétence des préparateurs, mais les accompagner. Comment peuvent-ils les accompagner alors qu'eux-mêmes sont le nez dans le guidon ? Micro, je crois. Vous m'entendez ? Ça y est, c'est bon. Oui. Je disais, c'est la fameuse règle des 3 tiers. Quand je suis manager dans une officine, je dois aussi consacrer un temps pour le travail avec les collaborateurs. Et quand je dis le travail, c'est pas un travail sur du service ou un travail sur du produit, c'est un travail vraiment RH. C'est un peu ce qu'on appelle génériquement du talent management, dont je me permets de le rappeler rapidement. C'est vraiment tous les procédés RH qui vont permettre d'attirer, de faire évoluer et de motiver et retenir des employés. Donc, c'est une composante fondamentale aujourd'hui de toute activité managériale, c'est de consacrer du temps à des personnes avec qui on travaille pour voir comment est-ce qu'on peut répondre à leurs besoins, comment est-ce qu'on peut améliorer leurs conditions de travail, comment est-ce qu'on peut aussi répondre à leurs attentes en termes d'évolution d'activité ou de diversité d'activité. Et ça, et j'avoue que ce n'est pas spécifique aussi aux officines, souvent, les managers experts, qu'on appelle nous génériquement un manager expert, c'est-à-dire quelqu'un qui vient par une casquette technique et qui a une fonction managériale, les managers experts ont souvent tendance à aller vers une zone de confort qui est leur leadership technique, c'est-à-dire répondre toujours par le leadership technique, répondre toujours par des questions, des sollicitations techniques, mais ne pas trop accorder le temps à ce tiers de manager RH et qui est fondamental. Donc, quand on dit la règle des 1 tiers, c'est vraiment l'activité opérationnelle, c'est 1 tiers, l'activité technique, c'est 1 tiers, et l'activité RH, c'est 1 tiers. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. C'est très clair, c'est très clair. Ça me permet de me retourner vers Marie-Hélène et de revenir sur les 2 notions que vous avez évoquées tout à l'heure, bienveillance et exigence, mais également donner du sens au travail. Donc, dans votre présentation que j'avais vue à Pharmagora, vous expliquez qu'il fallait rendre les salariés heureux à l'officine. Comment créez-vous le bonheur officinal ? Alors, juste avant, je vais rajouter un point, puisqu'on a échangé aussi dans les précédentes tables rondes sur l'évolution sociétale au rapport au travail. Et il y a une chose qui est importante et qu'on n'a pas évoquée, qui est aujourd'hui, les salariés veulent un emploi où ils se sentent utiles. Et ça, je pense que ce n'est pas un sujet en pharmacie, en fait, puisque vous avez un métier, en effet, le métier du pharmacien, et en plus qui a été doublement renforcé avec les actions pendant la crise sanitaire,
Donc l'évolution du métier fait qu'aujourd'hui, chaque membre de l'équipe officinale, en effet, un métier, représente un métier qui est utile à la population. Encore faut-il qu'on le répète et qu'on le dise. Donc ça me semblait important de rajouter par rapport à ça. Sur la posture, sur l'exigence et la bienveillance, et c'est certainement ce qui est le plus dur à faire pour chaque manager, c'est l'exigence sur le respect, l'application des règles, les procédures. Voilà, on est dans une démarche qualité, il y a en effet les règles, les procédures à appliquer et l'exigence qu'on doit avoir. Et c'est peut-être là où parfois on va être border en se disant ben non, je vais aller, il y a un petit dérapage qui est finalement peut-être pas si important que ça, et je vais rien dire parce que sinon je vais plomber l'ambiance de travail. Donc ça, c'est vraiment d'avoir une posture finalement d'être dur sûr. C'est-à-dire il y a des règles, elles doivent être connues, il y a des procédures, elles doivent être connues. Et moi, dans ma posture, je suis dans l'exigence du respect absolu de ces règles. Et l'autre côté, la bienveillance, c'est l'humain. Et donc, c'est prendre en considération aussi. Donc, il y a le côté reconnaître le travail, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi le bienveillance, c'est savoir être arrangeant par rapport à des problèmes personnels de collaborateurs. Voilà, il y a besoin d'emmener le petit en urgence chez le médecin. Là, on va s'arranger. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que quand il y a un bon management et du coup une équipe soudée et une équipe solidaire, et quand il y a ça, il n'y a pas de souci, parce que l'équipe, en effet, va du coup se dire, mais nous, on va s'arranger et on va faire plus. On est prêt à faire l'effort pour justement permettre à la personne éventuellement de partir plus tôt ou autre. Donc c'est voilà, l'exigence. On est dans une posture où là, on doit rester ferme sur l'application, et en même temps, la bienveillance, c'est créer cet état d'esprit que le manager doit avoir, mais aussi au sein de son équipe, pour justement faire face aux variations liées à l'humain pur. Et ce métier qui a du sens, comme vous le disiez, c'est quelque chose qui est encore attractif, suffisamment attractif, intrinsèquement attractif pour les candidats, candidats vers l'officine. Je pense qu'il faudrait communiquer davantage en termes d'attractivité, parce qu'aujourd'hui, les futurs pharmaciens, les futurs préparateurs de demain, il faut aller les chercher dès maintenant. Et aller les chercher, c'est dès le collège, faire connaître le métier, et faire connaître le métier peut-être aussi avec un angle beaucoup plus sur son utilité. C'est ça qui va créer de l'attractivité. Pardon de vous interrompre, mais l'Ordre, depuis quelques années maintenant, initie des campagnes, chacun en pensera ce qu'il voudra, Karine n'étant pas là, mais initie des campagnes pour attirer de nouveaux talents dans le monde pharmaceutique. Oui, mais parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas que l'Ordre, il ne faut pas s'appuyer. Enfin, en gros, c'est pareil, quand on est. Le pharmacien est un chef d'entreprise. Donc, quand on est chef d'entreprise, c'est soit on attend que les instances fassent pour soi, soit on se bouge. Mais vous savez bien qu'il y a un code de la santé publique qui. Ah non, mais je suis pas en train de dire qu'il faut aller faire de la publicité. Mais par exemple, si vous regardez les journées portes ouvertes qu'il peut y avoir sur les métiers dans les collèges, mais aujourd'hui, vous avez des médecins qui sont là, vous avez plein de professionnels qui sont là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de pharmaciens ? On pourrait peut-être interroger les pharmaciens qui sont... Mais ils ne peuvent pas, ils sont attachés derrière le comptoir. Non, il y en a quelques-uns qui sont là, il y en a quelques-uns qui sont là. Mais aujourd'hui, qui fait cette démarche d'aller, en effet, dans les journées portes ouvertes pour présenter le métier ? La deuxième chose, c'est la manière dont on accueille aussi les jeunes, c'est-à-dire les stages découvertes qui se font au collège, au lycée. Nos étudiants en pharmacie, quand ils viennent pour faire leur premier stage d'immersion, là aussi, il faut leur transmettre l'amour du métier. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont on les accueille, le jeune collégien qui, évidemment, ne sait pas encore ce qu'il va faire, c'est la première fois qu'il rentre dans une entreprise, mais il ne faut pas le laisser dans un coin à s'ennuyer pendant une semaine, à regarder ce qui se passe, parce que de toute façon, il ne va plus regarder ce qui se passe, il va sortir son smartphone et il va rester sur son smartphone. Et là, il faut le prendre sous son aile et lui montrer, je vais te montrer ce que c'est le métier de pharmacien, et je vais te montrer toutes les facettes, parce qu'en effet, c'est la richesse du métier. Dans le film, ça ressortait parfaitement tout à l'heure. C'est un métier où il y a une diversité de missions incroyable, et c'est ça qu'il faut aujourd'hui savoir transmettre pour donner
l'envie à des jeunes de s'engager dans ce métier. Et pareil, quel que soit finalement, que ce soit le pharmacien ou le préparateur, mais il y a un gros travail de fond à faire et c'est pas les instances, c'est soit sur le terrain. Marthe, maintenant je voudrais qu'on vienne 2 secondes justement sur ce que propose SPS. On avait dit tout à l'heure que les appels des membres de l'équipe officinale représentaient entre 5 et 10% de la somme globale des appels reçus par votre association. Comment répondez-vous à ces demandes? Quels outils vous proposez justement pour éviter le burn-out, pour parler clair? Et est-ce qu'il y a aujourd'hui une capacité à anticiper ce burn-out par votre intermédiaire? Bon, donc, très rapidement, sur la partie accompagnement vraiment de la souffrance, donc vous avez compris, on ne va pas s'étendre là-dessus parce que ça touche pas tant que ça le pharmacien. C'est donc cette plateforme numéro vert, accès à un réseau de psychologues avec une gradation des appels selon la gravité et un envoi vers des consultations avec un réseau de généralistes, psychiatres et psychologues. Donc ça existe et c'est quand même intéressant de savoir que ça existe. L'autre partie qui est plutôt donc sur la prévention, sur le soutien, qui vient complètement illustrer ce que vous dites finalement hein, sur ce bien-être au travail, sur ce mieux-être, etc. C'est de la part de SPS de proposer à la fois des ateliers de ressources, donc des ateliers de ressources qui sont sur des thèmes gestion du stress. Donc là, on est vraiment en plein dans le sujet de prévention du burn-out. Mode de vie, alimentation, également sur des aspects de droit juridique, et puis sur des aspects de management et communication. Donc, ça peut être 1 heure d'atelier sur la communication non violente, 1 heure sur le leadership, 1 heure sur le sommeil, etc. Ces ateliers, ils sont proposés 2 fois par semaine en e-learning, le mardi et le jeudi. Et ils peuvent être proposés au cours de journées, de grandes journées de ressources, qui généralement sont organisées. Donc il y en a eu une il n'y a pas très longtemps, par exemple, avec l'Institut Curie. Et donc, il y a des subventions de l'ARS, il y a des subventions de la région. Et c'est l'occasion de faire des conférences et des ateliers, et donc de se retrouver entre soi. C'est important aussi de pouvoir se parler et d'échanger sur certains sujets. Ça pourrait être échangé sur le management et d'avoir des informations, formations sur la gestion du stress, la respiration, etc. Donc j'y vois l'intérêt dans ces propositions, à la fois pour le pharmacien manager de pouvoir le proposer à son équipe et de manière assez facile finalement. Et avec vraiment, alors il y a des personnes qui participent à toutes les e-learning toutes les semaines et qui à la fin ont dans leur portefeuille de formation plein de choses sur le sommeil, sur la communication non violente, etc., etc. Et puis pour le pharmacien lui-même, d'avoir accès à des petits ateliers ressources, tutos, qui sont généralement très bien faits parce que les professionnels qui le font sont des vrais professionnels de leur domaine, et eux-mêmes de se ressourcer et d'aller bien. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même la condition première pour être certainement un bon manager et pouvoir donner ces aspects-là dont vous parlez au sein de l'équipe officinale. Alors après, il y a aussi des formations en elles-mêmes qui sont Calliope, extrêmement sérieuse. Alors sur Calliope, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une certification pour tout ce qui touche à la formation. Et c'est assez casse-pied à obtenir. Oui, donc c'est des formations un peu costauds qui concernent spécifiquement la prévention des risques psychosociaux. Alors pour vous donner un exemple, hier il y a eu une grande journée à la Maison des Soignants, qui est un lieu pour SPS qui permet de recevoir sur la gestion des conflits par l'autodéfense. Il peut y avoir des formations sur la prévention suicide. C'est-à-dire comment apprendre à boxer ses salariés, c'est ça? Alors, l'autodéfense, c'est même... Alors, les personnes qui le font, on est vraiment presque plus sur des techniques vraiment très, très spécifiques. Mais au comptoir, hein, moi qui ai travaillé dans des pharmacies parfois un peu compliquées, c'est pas rien d'avoir la bonne posture. On parlait de la posture du manager, on parle aussi de la posture au comptoir. Ça, c'est
typiquement quelque chose qui, moi, me semble très utile à l'officine. Il y a des journées, des formations sur le harcèlement, des formations, etc. Donc ça, c'est les volets formations. Et puis, il y a aussi un ensemble de fiches techniques. Donc on peut proposer à l'ensemble de la population officinale qui sont sur vraiment le quotidien, encore une fois, le sommeil, le leadership, la communication, etc., qui sont généralement très courtes et très bien faites et très faciles à utiliser. Et pour revenir sur le sujet, il y a aussi un certain nombre de fiches, une dizaine, sur le management à proprement parler. Donc un ensemble de ressources qui peuvent à la fois être très rapides à donner, des propositions pour l'équipe, et puis aussi peut-être des choses à construire un peu plus développées autour de journées pour se rassembler, pour réfléchir ensemble, et in fine se soutenir et se ressourcer. Vous travaillez pour mettre en place tous ces outils. Vous travaillez avec qui? Avec les représentants des professions de santé au niveau régional, donc ce qu'on appelle les URPS. Oui, tout à fait. Vous travaillez avec l'autorité compétente, l'ARS. Oui, exactement. Et est-ce que vous travaillez, je ne sais pas, avec des syndicats de pharmaciens, on travaille avec des de pharmaciens, syndicats, représentants d'indépendants? Je vous ai donné l'exemple de cette étude qui a été faite avec la NPPO, donc, parce que RPS fait aussi un certain nombre d'études et d'enquêtes. Et bien sûr, donc, là, dans une semaine, je crois, il y a une grande journée avec les infirmières libérales. Voilà, donc il y a tous ces canaux-là qui peuvent nous solliciter. Donc effectivement, généralement, des subventions par la région, par l'assurance maladie, par les ARS. Ça veut dire que ça ne coûte pas un rond aux pharmaciens? Ça veut dire que ça coûte, donc pour parler... Parce que les pharmaciens sont fauchés aujourd'hui, il faut le savoir. Les pharmaciens sont fauchés. En fait, ça veut dire que pour celui qui bénéficie des formations, des informations, etc., ça coûte rien. La plateforme, elle est gratuite, etc. Pour celui qui va solliciter, que ce soit un syndicat, etc., ça coûte un petit peu, mais clairement pas beaucoup. C'est-à-dire, si, alors on va parler, on est entre nous. Voilà. Donc pour un groupement de pharmaciens, par exemple, c'est le nombre de personnes impliquées qui potentiellement pourraient bénéficier fois 5. Donc on est 100, ça coûte 400. 500, pardon, je suis fatiguée. Ça coûte 500. Non, mais les pharmaciens comptent mal, c'est bien connu d'ailleurs. Voilà, on compte quand il faut. C'est fini ça, les comptes d'apothicaire. Donc voilà, donc évidemment les tarifs, ils dépendent d'un certain nombre de choses, de nombres, etc. C'est accessible etc. quand même. Ça reste hyper accessible. Et pour les formations, c'est accessible via les OPCO ou pas? Donc ça, je dis pour l'ensemble des services, c'est-à-dire la plateforme, les formations, les ateliers, etc., les newsletters, etc. Et c'est accessible via les OPCO, donc via les organismes de formation continue ou pas? Oui, c'est accessible. Alors, il faudrait que je vérifie parce que les formations, ça demande formation et non pas forcément journée. Mais après, voilà, ça se balance. Même question, Jean-Philippe, ça vous inspire quoi, tout ce qui vient d'être dit là, sur le burn-out des pharmaciens, même s'il n'est pas hyper important, mais il existe quand même, et puis 2, sur les solutions qui seraient proposées? Oui, sur le burn-out... Je pense que la meilleure solution, c'est d'être bien accompagné, effectivement, et donc de résoudre. En fait, on tourne un peu en boucle, parce qu'effectivement, s'ils peuvent recruter les pharmaciens adjoints ou des préparateurs bien formés, effectivement, ils seront moins en burn-out. Non, mais ils n'y arrivent pas, vous avez vu. C'est toute la difficulté. C'est vrai que j'ai récemment vu une pharmacie liée à son chiffre d'affaires. Elle est toute seule. Elle est en centre commercial, comme un des intervenants. De 8h du matin à 20h le soir, du lundi au samedi. Son chiffre d'affaires ne nécessite pas un deuxième pharmacien, mais c'est impossible qu'elle ne tombe pas en burn-out rapidement, et que derrière, on ait des conséquences sur les patients. Réglementairement, elle n'est pas obligée. Financièrement, je ne me permettrai pas de juger. Mais voilà. Donc là, on est typiquement dans un cas de... Alors peut-être que votre aide suffira à ce qu'elle puisse survivre pendant des années en travaillant de 8h à 20h, plus tout le reste. Voilà, 3 points de suspension. Donc là, on passe dans le volet plutôt prise en charge, accompagnement direct, où là, on envoie, on réoriente, et effectivement, on vient sur des prises en charge de burn-out plus spécifiques. Et sinon, en termes d'attractivité, une fois encore,
l'attractivité du médecin, Pharmacien. Du métier de pharmacien pour les jeunes avant le choix de leurs études, avant maintenant qu'ils choisissent sur Parcoursup est-ce que je vais être formation ou pas. Donc là, Parlez pas de malheur, personne n'y comprend rien à Parcoursup. N'empêche qu'il faut les motiver. Quand habituellement, mais maintenant, grâce à Internet, ils en savent un petit peu plus. Autrefois, c'était l'officine qui était la porte ouverte sur ce métier de pharmacien, et c'était une fois qu'on était rentré dans l'université qu'on découvrait petit à petit qu'on pouvait faire autre chose, qu'il y avait de l'industrie, de la biologie, de l'hôpital, etc. Mais souvent, c'est via là. Mais c'est cette diversité qui est, pour moi, le cœur de l'attractivité de ce métier, de découvrir l'incroyable palette de métiers que l'on a. Et pourquoi j'en parle ? Ça marche dans l'autre sens. Parce que moi, je suis un petit peu inquiet, alors je vais dire à titre personnel, sur l'évolution que je vois de vouloir au contraire créer des barrières, de recloisonner le métier de pharmacien. Ce qui est extraordinaire dans ce métier, c'est pour moi, c'est la diversité, l'unicité du diplôme. Et on est en train de refaire l'inverse de ce beau diplôme-là unique. On va diviser. Alors, d'un côté, ceux qui ont l'hospitalier et l'internat. Alors, dans l'internat, on va diviser en deux, hospitalier et biologiste, d'un côté, et tous les autres qui n'ont pas fait l'internat. Ensuite, dans ceux qui n'ont pas fait l'internat, on avait ceux qui vont faire de l'industrie, des grossistes, de la distribution, de la santé publique, de l'officine. Et petit à petit, on est en train de diviser pour être pour redevenir dans l'officine avec cette reconversion. Alors, pourquoi je parle ça ? Parce qu'on parle beaucoup de jeunes dans l'attractivité, mais il y a une deuxième jeunesse qui apparaît. C'est la jeunesse de 40, 50, je ne sais pas, à peu près. C'est la jeunesse suite au Covid, cette reconversion, mais qui marche dans tous les sens. Or, cette reconversion, vous avez beaucoup d'officinaux qui vont travailler chez les grossistes, d'officinaux qui vont travailler dans l'industrie. Il n'y a pas de problème, ils sont embauchés tout de suite. Et on est en train de créer une barrière dans l'autre sens, en mon sens. Pour ça, je dis que c'est vraiment personnel, c'est peut-être pas politiquement ou pharmaceutiquement correct. On est entre nous. Mais moi, je trouve que c'est inquiétant de voir cette barrière que l'on met aux quarantenaires, enfin ceux qui veulent revenir à l'officine, qui ont aussi des burn-out aussi dans d'autres métiers de l'officine, de la pharmacie, revenir vers l'officine, qui serait une source pour compenser cette pénurie, et par exemple avec des DU, des 6 mois de stage payés ou pas payés ou mal payés. Enfin, là, je ne maîtrise pas, mais enfin, à mon avis, ça ne doit pas être terrible, et ça doit être un frein à revenir. Et enfin, moi, je trouve que c'est dommage voilà, comme dans tous les métiers, je sais pas, je suis sûr que les uns et les autres, on a fait des métiers différents. On n'a pas mis 6 mois pour apprendre. Moi, je suis arrivé à l'école pour apprendre, on ne m'a pas donné 6 mois pour apprendre un nouveau métier de pédagogie que je ne connais pas, etc., etc. On a tous fait. Et c'est ça l'intérêt, d'autant plus, et je termine, d'autant plus intéressant que vous prenez un industriel qui va venir, lui, il a été formé, etc. Il a une culture qualité, sincèrement, très importante. Vous lui donnez pendant les 6 premiers mois où il est un petit peu plus balbutiant sur la partie pharmacien clinique, ça je reconnais, mais il va vous mettre en place votre système qualité et l'inspecteur va être super content. Vous avez bien fait d'embaucher ce pharmacien industriel. Vous embauchez celui qui est passé par le grossiste et lui connaît tous les achats, les machins. Il va pouvoir mieux peut-être travailler sur la centrale d'achat, travailler avec les groupements, etc. Parce qu'il connaît mieux ce métier-là qu'un jeune qui vient de sortir. Donc c'est cette diversité, c'est multiplié. Il faut... Voilà, faire du jeunisme, c'est bien, mais maintenant, il faut penser aux nouveaux jeunes, d'autant plus qu'on a, même si 50 ans, jusqu'à 60... Il y aura du temps de travail. On ne va pas aborder le problème de la retraite, parce que c'est un problème qui fâche, mais globalement, on a compris qu'on serait là jusqu'au bout. Ça résume. Marie-Hélène, vous vouliez réagir avant que je ne propose une question, je passe la parole au public. Oui, je voulais réagir sur ce que vous disiez sur on va dire les reconversions actuelles, justement des pharmaciens qui... Nous, on a beaucoup de demandes de formation de pharmaciens industriels qui, justement, veulent revenir vers l'officine. Et c'est quand même le parcours du combattant pour pouvoir, en effet, se reformer, ça c'est normal, mais en effet, comme vous disiez, ça ne doit pas prendre 10 ans, mais trouver les bons financements, etc. Et je pense que ça peut en décourager certains. Et là, il y a certainement un axe de progrès pour essayer de simplifier ce retour des industriels vers l'officine, puisque nous, je vous dis, on est beaucoup sollicités, et toutes les procédures de financement, et notamment par Pôle emploi, c'est un enfer administratif, il n'y a pas d'autre mot. Si je ne me trompe pas, ce n'est pas reconnu comme une reconversion professionnelle.
Alors, j'ai une dernière question avant de passer la parole au public. Tout à l'heure, Martine Cossédoat a annoncé l'arrivée d'un 18e groupement. Nous avons un représentant. Il y a aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, vous pharmaciens, à peu près 80% des pharmaciens d'officine qui appartiennent à un groupement. Pharmasystème Qualité, là aussi je parle sous votre contrôle, sur les 2800, pour arrondir adhérents, on a à peu près 400 qui sont des membres de pharmacies indépendantes, à peu près. Ça veut donc dire quand même que, et c'est pas faire injure aux pharmacies indépendantes que de dire cela, que la notion de groupement est devenue excessivement importante au sein du monde officinal. Parmi ces groupements, il y a de différentes sortes. Il y en a certains qui ont une stratégie d'enseigne. Ma question, une fois que j'ai fait ce long laïus introductif, c'est est-ce que pour recruter, la notion de groupement, la notion d'enseigne est quelque chose qui est important? Je pose la question à Makram et je la pose la même à Marie-Hélène. Qui commence? Rodin. Allez, allez-y. C'est Marie-Hélène. D'accord. Alors, la galanterie nantaise est inévitable. Oui, non, mais je vois, merci. Merci. Moi, je pense que oui. Alors, déjà, la notion de groupement pour plusieurs sujets. Je vais juste faire une parenthèse. On parlait tout à l'heure de la prévention des risques de burn-out. S'il y a bien une chose que le pharmacien, pour consacrer le tiers de son temps au management de l'équipe, s'il y a bien une chose aujourd'hui sur laquelle il faut qu'il arrête de s'occuper et le confier à l'intégralité de son groupement, c'est toute la partie back-office achat. Donc là, il y a encore un petit peu de progrès, à mon avis, à faire là-dessus, mais le pharmacien ne doit plus s'occuper de cette partie-là, dans la mesure où le groupement le fait, et bien mieux que lui d'ailleurs, et ce qui permet de dégager du temps sur le management. Sur l'attractivité, alors il y a peut-être en effet des services supplémentaires que les groupements peuvent apporter pour aider sur le recrutement. Moi, j'ai toujours quelque chose qui m'étonne un peu, c'est que sur les sites internet de pharmacie, on voit pas il n'y a pas d'onglet carrière ou recrutement, etc. Sauf que un pharmacien qui a besoin de recruter, comme toutes les entreprises aujourd'hui, on a tous une rubrique RH sur nos sites internet et pour recruter. Donc voilà, j'en profite pour faire la suggestion aujourd'hui au groupement. Et après, c'est la communication vers les salariés pour la création de notions d'appartenance aussi et la transmission des valeurs par le groupement. Et ça, je sais qu'il y a des groupements qui travaillent notamment sur l'organisation des séminaires qui peuvent être faits directement auprès des salariés et faire en sorte en effet que les salariés portent les couleurs du maillot avec les valeurs. Ça peut être un facteur d'attractivité. Merci. Makram, en complément. Si. Je vais juste, en essayant de préparer cette table ronde, j'ai essayé de regarder un peu les dernières études sur les métiers qui attirent. Désolé, je vais faire une petite introduction rapide, mais je pense qu'elle peut être éclairante par rapport à la question que vous posez. Il y a une étude qui n'est pas très scientifique, mais elle est très intéressante puisqu'elle a essayé de voir aujourd'hui les jeunes quand ils saisissent sur les métiers les plus saisis sur Google pour avoir des renseignements complémentaires. Et ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'il y a une partie internationale, il y a une partie France. Sur la partie internationale, clairement, on voit des métiers, le top 10 des métiers les plus recherchés sur Google, c'est loin d'être lié au secteur de la santé, c'est pilote, écrivain, danseur, youtubeur. Et en cinquième position, c'est entrepreneur. Hein? Quand on voit les mêmes recherches qui sont parties de France, c'est-à-dire les recherches Google partant de France sur ces métiers-là, on va trouver dans le top 10 effectivement 4 métiers qui sont, on va dire plutôt 3 métiers qui sont directement liés au métier de la santé, qui sont docteur, infirmière et aussi même si psychologue. Et on va trouver aussi en cinquième position la même chose que l'observation internationale, le métier d'entrepreneur. Ce qui est important aujourd'hui dans les regroupements, c'est de se dire que un regroupement, il a un dénominateur commun, c'est qu'il regroupe des entrepreneurs qui sont engagés dans des officines. Ces entrepreneurs ont choisi de se regrouper par rapport à des attentes communes. Et l'un des éléments aujourd'hui le plus attendu,
c'est cette capacité à attirer des talents sur les activités d'officine, à maintenir ces talents et à faire en sorte aussi que un partage de bonnes pratiques puisse se faire dans les meilleures conditions pour que, même s'il y a du turnover au sein des officines, que ce turnover puisse se faire à l'intérieur du regroupement plutôt qu'il se fasse dans des activités qui sont, on va dire, différentes ou en tout cas d'autres regroupements. Ceci nous amène à dire qu'aujourd'hui, l'un des enjeux clés on va dire des prérogatives des regroupements, c'est certainement de faire en sorte qu'il y ait une vitrine entrepreneuriale permettant d'attirer de nouveaux talents qui peuvent reprendre des officines et éventuellement développer des officines. Ça, c'est une partie. Puis, il y a une deuxième partie qui devient tout à fait importante et ma consoeur précédente, elle l'a bien exposé, c'est de faire en sorte que cet élément, on va dire, en forte croissance en termes d'évolution qui est les talents et la gestion des talents et l'évolution des talents, devient un élément essentiel de l'offre et faire en sorte qu'il soit le plus partagé au sein de la communauté. Merci beaucoup. Bien, je vous l'ai dit, c'est interactif. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Donc, monsieur, je vous en prie, et le micro est fait pour circuler, bien évidemment. Oui, rebonjour, donc Laurent Flight, Magdaléon. Alors moi, c'est surtout un témoignage, je suis un ancien préparateur. J'ai quitté l'officine en 2021, justement suite à un management corrosif et un manque de reconnaissance, entre autres. Et donc, j'ai rejoint un groupement de pharmacie, effectivement, qui m'a offert la possibilité, là, actuellement, de préparer un DU en psychologie au travail et en management. Donc, je voulais intervenir sur le fait qu'effectivement, les groupements ont actuellement un rôle essentiel aussi pour accompagner leurs adhérents dans le management. Voilà. Je te prive de micro, Jean-Michel. Je passe à... J'ai une demande derrière et je viens à vous après. Bonjour à tous. Donc Christophe Legal, président de l'UNPF, syndicat, et vice-président du syndicat des groupements, l'UDGPO. Je voulais vous remercier pour la qualité de vos interventions, parce que on sait au sein de l'UNPF depuis très longtemps que le management des pharmaciens est essentiel pour avoir une vision demain d'un métier. Et donc merci de vos interventions qui sont très très enrichissantes et variées. Donc merci à ceux qui ont préparé ce tableau. Juste une petite notion dont on n'a pas complètement parlé avant de poser une question, c'est la notion des erreurs et des fautes, puisque en tant que pharmacien titulaire, on est souvent entraîneur-joueur et arbitre en même temps, si on fait une analogie avec le sport, et on se rend compte qu'effectivement, la barrière est très faible entre la distinction d'une erreur ou d'une faute qui intervient, la faute par rapport à une règle du jeu qui n'a été transgressée, alors qu'une erreur, parfois de délivrance, peut être, quand on a suivi toute la procédure, ça reste une erreur et non pas une faute. Voilà, donc c'est juste pour... si vous voulez en parler un petit peu, ça serait intéressant de développer sur ce sujet-là, la différence entre les erreurs et les fautes, parce que c'est une notion que le titulaire a du mal à comprendre et à discerner, et qui est sujet parfois de problèmes dans les officines entre les équipes. Et puis la question, c'était aussi au niveau de l'inspection, s'il était envisagé un jour de faire des inspections qui soient préparées et prévues, non pas faire des inspections surprises, parce qu'on sait qu'à part la présence du pharmacien et d'un personnel qui peut être dissimulé, le reste peut très bien se préparer à l'avance, et pour la présence du pharmacien, envoyer un huissier pour vérifier s'il y a un pharmacien et non pas arriver, ça éviterait qu'il y ait parfois un pharmacien qui ne peut pas manager son équipe pendant toute l'inspection, alors que si c'est préparé, c'est plus facile à mon avis. Voilà. Est-ce que c'est envisagé un jour ? Alors, Marie-Hélène, sur la notion de faute et erreur, la différence entre les deux. Et puis Jean-Philippe, bien sûr, après, sur les inspections surprises. C'est toujours, en effet, pour trouver la bonne frontière entre l'erreur et la faute. L'erreur est humaine, et je pense que déjà, la première posture du manager, c'est d'admettre que lui aussi, il en fait, et que tout le monde peut faire des erreurs. Moi, je dis toujours, en fait, quand on fait une erreur, partir du principe de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'elle n'était pas volontaire, et que c'est la répétition de la même erreur qui, à un moment donné, peut se poser la question de l'intentionnel. Et là, dans ces cas-là, ça devient une faute.
Ça, c'est un premier point. Après, il y a la notion de gravité en fait, de la faute. Et notamment, je reviens sur toujours le respect des règles. C'est-à-dire que dans la mesure où on a un cadre qui est bien défini, qu'il y a des règles qui sont clairement précisées, le non-respect de ces règles, de toute façon, c'est un peu comme sur l'autoroute et qu'on se fait placher et qu'on n'est pas à la bonne vitesse. Il doit y avoir une sanction. Et là, il y a différents degrés. Et le rôle du manager, c'est de savoir comment gérer en effet ces fautes-là, donc qui peut, lorsque c'est la première fois, être juste un rappel de la règle. Et quand ça se répète, à ce moment-là, on rentre dans les procédures classiques de droit social qui vont de la sanction écrite jusqu'à la mise à pied et jusqu'au licenciement. Et ça, c'est aussi une chose que le manager doit savoir faire aujourd'hui et maîtriser. Et se faire aider lorsqu'on est sur des sujets un peu plus compliqués, forcément par un juriste, en tout cas, c'est aujourd'hui indispensable pour tout chef d'entreprise. Merci. Jean-Philippe. Oui, juste un mot. Juste sur l'erreur et la faute, je partage totalement ce que vous venez d'indiquer, si ce n'est que je voudrais rajouter que le pharmacien est responsable de son équipe. Et j'ai parfois, c'est peut-être pas très correct, mais entendu, mais c'est le pharmacien titulaire disant c'est pas ma faute, c'est le préparateur. Essayer de rejeter sa faute sur le préparateur, ça socialement c'est insupportable, sincèrement. Alors je comprends que le préparateur à ce moment-là dise je m'en vais parce que si si on essaie de décaler la faute sur quelqu'un dont on a la responsabilité, ça rejoint la notion de management, etc. On assume ses responsabilités et après on suit toutes les formations qu'il faut si nécessaire. Et concernant les inspections inopinées, non inopinées et non nécessairement, qu'elles ne sont pas toutes nécessaires, je rejoins aussi surtout l'idée que normalement l'inspection, sauf s'il y a un problème particulier, mais l'inspection ne doit pas perturber le fonctionnement, c'est la base de l'activité pharmaceutique. Donc effectivement, quand il y a une grosse officine, vous pouvez dégager le pharmacien titulaire, qui souvent d'ailleurs était dans les grosses officines, il est dans son bureau, etc. Ça ne pose pas de problème, un peu de caricature. Mais par contre, ça ne pose plus de problème, évidemment, quand le pharmacien est tout seul, choses comme ça. Donc là, on peut l'envisager. Et la première action que l'inspecteur éventuellement doit faire, c'est de ne pas faire son inspection dans ce cas-là. Moi, ça m'est arrivé d'aller dans une inspection, je vois faire une inspection dans une officine, je vois que toute l'équipe est débordée, qu'il n'y a qu'un seul pharmacien, etc., qui travaille débordé sereinement, pas parce qu'il y a un sous-effectif, mais parce que il y a du monde, etc. Je décale à un autre jour mon officine. C'est déjà mon inspection. C'est une première réponse. Et la deuxième, éventuellement, pour certains sujets, on peut effectivement prendre rendez-vous si le but, c'est de ne pas de vérifier la présence du pharmacien. C'est ça qui est bien chez Pharmasystème Qualité. En fait, c'est un go-between. C'est extraordinaire. Alors, une autre question. Oh là là, ça y est. Ah, pardon. Patrick. Pardon. Juste 2 secondes. Je voulais revenir sur l'enquête SPS à NPPO. Et je me dis, mais cette enquête qui a été faite en octobre 2020 a donné un résultat prémonitoire. Car, si je me souviens bien, il y avait 3614 répondants. J'ai bien appris. Et il y a eu 30,1% de répondants qui ont dit qu'ils allaient quitter l'officine. L'officine, globalement, pas cette officine en particulier, c'est le monde officinal. Oui, en 2020. Je me permets juste de compléter ce que vous disiez. Il y a une enquête je crois que c'est France Compétences qui avait sorti de mémoire dans les chiffres, et qui date de décembre 2021, où c'était 58% des salariés qui avaient l'intention de changer d'emploi. Donc vous voyez 30, 58, voilà. Ah, tout confondu. Par contre là c'est pas spécifique à la pharmacie, donc finalement si on prend les 30%, la pharmacie s'en sort mieux qu'en effet l'ensemble. Là c'était une stat nationale sur l'ensemble des secteurs. On ne va pas se reposer sur ses lauriers quand même, attention. Ah mais non, mais bien sûr. C'est Oui. Gilles. Oui, je voulais rajouter une notion. Alors, je voulais déjà tous vous remercier parce que j'ai trouvé que le débat était passionnant et Dieu sait que le management est fondamental. Et vous parliez des groupements. Je pense que la plupart des groupements
accompagnent leurs adhérents sur ces notions-là, parce que c'est tellement fondamental. Rappelez-nous de quel groupement vous êtes. Et nous en particulier, évidemment, Giropharm. Voilà. Mais ce n'est pas ça du tout le sens de mon propos. Moi, je voulais parler, on a parlé tout à l'heure du manager, chef d'entreprise, évidemment, et entrepreneur. Moi, je pense qu'il y a une notion aussi qui peut être intéressante aussi, et qui peut être paradoxale, mais qui est la notion de manager-mentor. C'est-à-dire qu'en fait, j'entends souvent des pharmaciens qui, du fait de la pénurie de personnel, disent « moi, les adjoints, je veux les garder pour moi et surtout qu'ils ne quittent pas mon officine ». Mais paradoxalement, je pense que si on veut renforcer l'attractivité de l'officine et justement le recrutement d'adjoints, c'est comment on donne aussi la capacité aux titulaires pour encourager les adjoints à grandir, parce que le management, c'est aussi faire grandir, les aider à développer, et pourquoi pas les aider à s'installer. Et je trouve que c'est pas si fréquent que ça. Et moi, je pense que si les pharmaciens, au-delà, bien sûr, d'être des managers entrepreneurs, étaient plus des managers mentors, je pense qu'ils renforceraient leur attractivité à recruter, parce que les adjoints, justement, auraient envie d'aller dans ces officines qui, justement, les accompagnent à mieux s'installer et à se développer. Et on parlait de perspective tout à l'heure de développement des équipes. Tous les adjoints ne veulent pas s'installer, je suis bien d'accord. Mais pour ceux qui veulent s'installer, je trouve dommage d'avoir ce raisonnement de dire « je garde mon adjoint pour moi », alors qu'au contraire, il faut l'aider à voler de ses propres ailes. Voilà, en tout cas, c'était plus une réflexion que je voulais évoquer. En quelque sorte, c'est si tu me suis, je te fuis, et si tu me fuis, je te suis, c'est ça? Non, mais Gilles a tout à fait raison, parce que moi, j'entends souvent des titulaires qui me disent oui, mais mon adjoint, il se contente de faire ses 35 heures, un peu, voilà, avec une posture un peu fonctionnaire. Et en même temps, quand on discute avec les adjoints, il y a beaucoup de frustration qui est de dire mon titulaire, finalement, il ne me confie pas de responsabilité, il me contente à me cantonner finalement plutôt le comptoir, et il ne m'amène pas, en effet, sur justement, plus tard, l'envie de m'installer, finalement. Donc voilà, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Gilles. Aujourd'hui, il faut que les titulaires ils partent du principe que les adjoints, c'est les futurs titulaires de demain. Et quelle satisfaction pour un manager demain de voir un jeune qui l'a fait grandir et qui ensuite s'installe et réussit son installation. Oui, alors moi je voulais reparler de la valorisation et puis de cette perspective entre technique, donc la pharmacie technique, qui peut être gérée, avoir un très excellent manager technique, mais tout ce qui est en relation à la personnalisation, ce qui sera certainement demandé par les patients, parce que les patients ont envie qu'on s'occupe d'eux. Et donc, dans cette demande de s'occuper d'eux, moi je trouve qu'il y a une corrélation entre les problématiques et les attentes des patients et les problématiques et les attentes de l'équipe officinale. On est dans les mêmes recherches, dans les mêmes attentes. Et donc, au lieu de se poser des questions « comment moi je vois les choses ?», il serait peut-être intéressant d'avoir une réflexion empathique, de savoir comment eux voient les choses et peut-être résoudre les problèmes comme ça. Il me semble que là, moi j'étais un peu frustré et je reste frustré sur le fait qu'on me parle de nouvelles missions, on me parle de vaccination, on me parle de TROD, on me parle de choses très techniques en fin de compte, mais tout ce qui est de l'ordre de la personnalisation et de la compréhension de la réalité de l'autre, ce qui est absolument essentiel, je n'ai pas fait ce métier pour ne pas voir l'autre, ne pas m'intéresser à l'autre. Donc comment on peut faire que cette culture managériale de l'autre soit efficace, c'est-à-dire simplement avoir une bonne écoute, et je dirais plutôt que bienveillance, qui a des côtés religieux et un peu de pouvoir, je dirais tolérance, ça m'irait beaucoup mieux. Bah, allez-y, parce que le temps que je redescende, ce serait bien que vous répondiez, sinon... Moi, je ne peux pas meubler, là. Je vais rebondir sur le mot tolérance et du coup sur la question qui était posée sur l'erreur et la faute. C'est pour ça que moi, j'aime plutôt le mot bienveillance pour le côté humain, mais en même temps, le côté exigence sur le respect de ce qui doit néanmoins être appliqué. Donc, dans la tolérance, on pourrait aussi...
mettre sur le côté de tolérer ce qui n'est pas tolérable. Moi, je vais rebondir de manière très pratique. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, de ces ateliers sommeil, etc. Effectivement, quand on est au comptoir avec son patient, si soi-même on ne sait pas bien s'occuper de soi, qu'on a une dette en sommeil, que potentiellement, etc., etc., etc. Enfin, je ne vais pas vous faire tout ce que vous... c'est compliqué de pouvoir parler, donner des conseils, des recommandations à son patient. Et donc, effectivement, c'est cette idée de pouvoir soi-même prendre soin de soi, se ressourcer, le vivre, et d'avoir les capacités à le faire. Donner des conseils de diététique et d'assiette, on sait très bien à quel point ils sont essentiels en accompagnement. Si soi-même, on a mangé sur le comptoir 3 gâteaux qu'on a pris parce qu'on les avait à dispo en vente à côté, ça marche pas. Si soi-même on bouge jamais, alors on bouge, hein, on n'est pas sédentaire, ça c'est vrai, mais qu'on n'a pas le temps d'aller faire une activité physique, etc., etc. Donc là, je suis hyper concrète. Il n'empêche que c'est du concret, la vie du pharmacien et la vie, en tout cas la vie officinale, la vie de toutes les personnes engagées dans la pharmacie. Et donc je pense que pouvoir soi-même s'octroyer des moments pour aller bien, les occasions d'aller bien, et d'y réfléchir pour son équipe, ça me semble la première des choses, enfin en tous les cas pour répondre à ce que vous venez de dire, oui, effectivement. Oui, donc moi je voulais rebondir en fait sur 2 sujets. Premier sujet, parce que j'ai en fait une double casquette. J'ai la casquette aussi de mère de famille, et je vais rebondir sur ce que disait Marie-Hélène Gauthier, qui me semblait très intéressant. J'ai participé, alors j'étais très engagée dans la vie du collège avec mes enfants, etc. Et j'ai participé pratiquement à tous les forums découvertes des métiers. Le métier de pharmacien, il n'est absolument pas connu. Personne ne sait ce que c'est. Et quand vous discutez avec des jeunes, pour les jeunes niveau collège, hein, puisque c'était fin de 3e, etc., le pharmacien, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'argent pour faire une pharmacie. Et ça bloque quand même énormément des vocations. Le métier de préparateur, moi j'en parlais encore plus que du métier de pharmacien, parce que c'est vrai que moi j'habite un peu en rural, enfin en bord de mer rural, l'accessibilité aux pharmaciens chefs d'entreprise, ça reste quand même limité par rapport à tout le potentiel des métiers qu'il peut y avoir autour de la pharmacie. Donc je pense qu'il y a peut-être un travail à faire tous ensemble, hein, peut-être des communications communes, puisqu'il y a des problèmes de recrutement, de savoir ce que c'est que les métiers autour de la pharmacie, et qui ne sont pas uniquement un métier de pharmacien qui est quand même un métier de hautes études, mais aussi maintenant des nouveaux postes et un nouvel environnement de la pharmacie. Donc ça, l'ordre travaille plutôt sur le métier de pharmacien, mais je pense que les groupements pourraient travailler à des communications pour aider au recrutement sur l'ensemble des professionnels de la pharmacie et l'ensemble des métiers en pharmacie. Et puis alors, deuxième chose, je vais finir sur une note un petit peu amusante, c'est que donc moi, je suis rentrée dans la qualité en 2004, donc ça va faire 20 ans, avec le QMS Pharma Suisse, puisque l'ISO 9001 QMS, c'est l'introduction du QMS Pharma Suisse dans le projet français. Et quand on a commencé, il y a encore dans l'assistance 1 ou 2 pharmaciens qui étaient auditeurs avec moi. En fait, quand on faisait les audits pour avoir le QMS Pharma, il y avait 20 pharmacies en France qui ont commencé. C'était sur des notes. Et 20% de la note de l'audit du QMS Pharma Suisse, c'était sur l'environnement. Et ça faisait rire tout le monde parce qu'on devait mettre des notes sur les toilettes. Ils demandaient d'avoir un espace pause. Ils demandaient, est-ce qu'il y a des bouquets de fleurs et de la décoration dans l'espace pause ? On interrogeait les collaborateurs pour savoir combien ils avaient de temps pour déjeuner, pour échanger. Est-ce qu'il y avait une machine à café ? Et dans le rapport d'audit, on notait tout ça. Et ça faisait partie intégrante de l'audit. Donc là, je reprends un peu la casquette de DG de QMS de Pharmacystème Qualité, pardon. Et je pense qu'on va réintroduire un peu cette notion qu'on a un peu oubliée au fil du temps, parce qu'on travaille beaucoup aussi sur le réglementaire pour aider les pharmaciens à cadrer leur rôle de chef d'entreprise. Et je pense qu'on va retravailler un peu en comité de pilotage sur cet aspect bien-être au travail qui faisait beaucoup rire les 20 premiers pharmaciens et qui, 20 ans après, va devenir incontournable, en fait. Merci Martine. Donc vous l'aurez noté,
les fleurs sont essentielles à la pharmacie. En attendant, je vous propose d'en envoyer quelques-unes en remerciement à nos intervenants.